sécheresse et ses conséquences. Sud Radio, le dossier de l'été. 32 départements français sont désormais en situation de crise hydrique selon la plateforme Vigio. Comment en est-on arrivé là ? On va faire un point sur la grande sécheresse qui touche la France et en particulier l'Aude. Mais direction l'Aude d'ailleurs où le feu continue de ravager le massif des Corbières. Clément Barguin. Oui, c'est le plus gros incendie de l'été, le plus important en France depuis au moins 20 ans. 13 000 hectares de végétation partis en fumée en moins de 24 heures. Le feu qui a progressé très vite à 6 km/h. Près de 2000 pompiers sont mobilisés. Les rotations des appareils bombardiers d'eau ont repris ce matin dès 7 heures. Une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer est décédée chez elle. Il y a aussi un disparu. Selon le dernier bilan de la préfecture, 9 personnes ont été blessées, 2 civils, dont un grièvement brûlé et 7 sapeurs-pompiers. Le Premier ministre François Bayrou est attendu sur place dans l'après-midi. Et si l'enquête aujourd'hui et à ce moment, à 12h08, ne peut pas définir ou dévoiler la cause de cet incendie, sérieusement, la sécheresse, surtout qui touche l'Aude depuis plusieurs années, y est pour beaucoup sur la façon dont ce feu se propage, y compris les vents. On va parler de sécheresse dans quelques instants avec Patrick Marlière qui est météorologue, Violaine Bio qui est hydrogéologue et Simon Mittelberg qui est climatologue. Mais tout de suite, je voudrais accueillir Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonjour Monsieur Brocardi. Bonjour. Alors je sais que vous êtes très pris, donc on ne va pas vous garder trop longtemps, que vous êtes très demandé. À ce moment, la situation n'est toujours pas stabilisée, le combat est loin d'être terminé. Le combat, vous savez, dans ce genre de situation, il est extrêmement loin d'être terminé parce que de toute façon, il faut adopter cela avec beaucoup d'humilité parce que le sujet aujourd'hui, c'est un feu qui est extrêmement virulent, qui a démarré tel une bombe incendiaire avec une onde de choc de 5,5 km/h en termes de vitesse de propagation. Donc vous voyez que le sujet aujourd'hui, c'est déjà d'une part d'essayer de préserver un maximum les habitations, de surtout d'éviter à ce que le bilan humain soit alourdi, avec un engagement total des sapeurs-pompiers qui compte déjà près de 7 blessés légers, heureusement, mais qui prouve encore une fois le total engagement de ces soldats du climat. Comment travaillent les soldats du feu en ce moment là sur le terrain ? Écoutez, les soldats du climat, tels qu'on préférerait aujourd'hui les appeler, parce que c'est une des conséquences aujourd'hui du dérèglement climatique qui permettent aujourd'hui de mettre en lumière toute l'action des sapeurs-pompiers et toute leur adaptation face à ces enjeux climatiques. Le travail est extrêmement difficile, complexe, il n'y a pas de stabilité stratégique, parce qu'aujourd'hui nous avons affaire à un vent qui est extrêmement capricieux, un vent qui est parti très fort jusqu'à très tard dans la nuit, qui n'a pas permis à un moment donné tout répit des sapeurs-pompiers, qui n'ont même pas pu se mettre au contact des feux et des flammes, tellement la dangerosité était là. Donc c'est pour vous dire que la stratégie mise en œuvre par le commandant des opérations de secours et par l'ensemble, on va dire, de la préfecture en termes de coordination, a été dévolue dans le fait de pouvoir, sauver des vies, protéger des habitats, essayer d'accompagner le feu vers des zones soit pyro-résistantes, soit tout simplement d'essayer de le canaliser dans des zones où il n'y a plus, on va dire, de risques particuliers pour les populations. 15 communes touchées au total, vous en parliez vous-même, c'est le changement climatique aussi, il y a le vent bien sûr, mais changement climatique et l'Aude, département extrêmement touché par la sécheresse, ça va être notre sujet. Ça explique entre autres l'intensité de ce feu hors norme ? Tout s'explique en termes d'intensité au niveau du feu hors norme. C'est vrai qu'à ce jour, le sujet, on va dire, de la sécheresse des sols, d'un vent beaucoup plus fort, le fait qu'on soit sur un département qui est déjà très aride depuis quelques mois, quelques semaines même, et on se souvient déjà que les feux de Sigean ont mis à mal déjà le dispositif opérationnel, qui est encore une fois très sollicité, montre encore une fois que quelle que soit l'origine, ce qu'il faut constater, c'est la vitesse de développement d'un sinistre et ses conséquences derrière. Là, on a eu malheureusement une femme de 65 ans qui a refusé d'évacuer son domicile et malheureusement qui est décédée dans ce feu. Il faut suivre vraiment les consignes, ce sera le mot de la fin, commandant Brocardi. Suivez les consignes des autorités et des sécurités. Je crois qu'il faut le dire, le rabâcher, le répéter, c'est suivre les consignes, anticiper ses déplacements, ne pas passer dans les zones interdites. Laisser les sapeurs-pompiers travailler méthodiquement en essayant de libérer un maximum les voies de communication et les voies routières. Parce qu'aujourd'hui, c'est essentiel pour un bon acheminement des secours et permettre de répondre présent, tel que le font actuellement les sapeurs-pompiers de l'ensemble du territoire national, à la fois sur des missions du quotidien, mais aussi dans l'exceptionnel, comme on le voit comme aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, commandant Éric Brocardi. Je vous laisse, évidemment, parce que je sais que vous êtes très demandé, il y a beaucoup de travail, donc merci d'avoir été avec nous et évidemment merci toute l'équipe de Sud Radio avec tous les soldats du feu sur le terrain par la pensée. En tout cas, on peut au moins faire ça. Porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France. Alors évidemment, on va faire un sujet sur la sécheresse. On est vraiment, moi je suis très bouleversée par ce qui se passe là-bas. Je pense comme vous tous à tous nos amis de l'Aude. On va en parler de cette sécheresse parce que je vous l'ai dit en préambule, on a 32 départements français qui sont désormais en situation de crise hydrique. Si vous-même, quel que soit le département où vous habitez, vous souffrez de la sécheresse dans vos métiers, dans vos quotidiens, vous êtes agriculteur, n'hésitez pas, ou autre, venez témoigner au 0826 300 300. Je vais accueillir Patrick Marlière, qui est météorologue et directeur de Media Weather. Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous aurons également Violaine Beau, qui est hydro. Bonjour. Je voudrais déjà, si vous le voulez bien, Patrick, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un état des lieux aujourd'hui, météo de ce début août en France ? Écoutez, quand on regarde, en tout cas sur la moitié sud du pays, la sécheresse qui s'est installée due aux températures très élevées. Et là, l'événement qu'on surveille depuis quelques jours maintenant, c'est cette vague d'air chaud qui remonte du Portugal et de l'Espagne, où on a déjà dépassé les 40 et avoisiné les 45 degrés. Elle envahit toute la France et la progression va se faire tout au long de cette fin de semaine, où le mercure, d'ici dimanche, va dépasser les 30 degrés sur quasiment l'ensemble du territoire, à part peut-être une petite bande côtière près de la Manche. Bon voilà, on a une situation de sécheresse qui est vraiment importante, d'autant que si on regarde dans la zone qui est impactée, dans le département de l'Aude, on a en moyenne par an 40 jours, 42 jours où les températures dépassent les 30 degrés à l'ombre. On a déjà atteint ce chiffre ici début août, et les prévisions météo pour les 10 à 15 jours à venir maintiennent des températures à plus de 30 degrés. Donc on va battre des records de nombre de jours à plus de 30 degrés sur ces départements, et ça va bien évidemment accentuer tous les autres phénomènes qui l'accompagnent. Alors là, pour l'instant, la situation sur le département de l'Aude va légèrement s'améliorer avec un changement d'orientation des vents, un vent marin qui va s'installer quelques jours, qui va faiblir un peu en intensité, mais les températures reste très élevée, et c'est un des éléments majeurs pour cette vigilance. Et bien alors du coup, là, je rebondis, Patrick, ce vent marin qui va changer, qui va devenir vent marin, et vous dites ça va un petit peu s'améliorer. Quels sont les axes d'amélioration de ce type de vent par rapport à l'autre vent qui fait propager ce feu intense à plus de 5 km/h ? C'est-à-dire que quand le vent vient de la Terre, ce vent, cette tramontane qui vient de la Terre, elle est plutôt sèche, et donc avec elle qui provoque aussi cette baisse de l'humidité qui devient inférieure à 30%, cette fameuse règle des 3-30, 30 degrés de température, moins de 30% d'humidité et des rafales de vent à plus de 30 km à l'heure. Là, avec ce changement d'orientation des vents, ce vent marin va apporter évidemment de Méditerranée une masse d'air beaucoup plus humide, ce qui fait que l'humidité de l'air va dépasser les 50 à 70%, et donc on va retrouver une humidité un peu plus importante, au cas dans les basses couches de l'atmosphère. Le vent, lui, restera modéré. En revanche, je vous dis, le seul paramètre qui ne bouge pas, ce sont les températures qui, elles, vont rester au-dessus des 30 degrés. Pour faire un focus sur l'Aude à ce moment de notre émission, même si on parlera de la sécheresse sur les 32 autres départements, et dans quelques instants, je vais demander à Violaine Beau, qui est hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière, où en est la France au niveau de nappe phréatique. Mais comment est-ce qu'on explique cette sécheresse historique dans ce beau département de l'Aude depuis presque 4 ans maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il se passe quoi au niveau de la météo? On a l'impression qu'il y a un barrage, les nuages ils vont pas, il pleut pas, quoi. Patrick. Alors oui, c'est vrai que quand on regarde les quantités de précipitations attendues sur ce secteur, on est depuis 4 ans en déficit pluviométrique, et donc évidemment la situation ne s'améliore pas, d'autant que dès qu'il y a un petit passage de pluie sur ce secteur, ce sont bien souvent des pluies d'orage, pas forcément pertinentes, parce que ces pluies, elles tombent en très grosse quantité dans des espaces-temps très courts, elles ne s'infiltrent pas dans les sols et généralement ne rejoignent pas les nappes phréatiques. Donc la situation est vraiment un peu spectaculaire, en tout cas dans ce golfe du Lion, où dans les départements de l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la situation était vraiment inquiétante depuis effectivement quelques années. Mais comment on explique cette situation météorologique? Bien sûr, on a le changement climatique, mais on a l'impression qu'on est de plus en plus sur des météos africaines.
Ah oui, mais vous savez, on a souvent évoqué un nouveau mot qui est apparu dans le vocabulaire des météos, ces fameuses gouttes froides que l'on trouve isolées sur le proche Atlantique, notamment un peu à l'ouest du Portugal, et qui font remonter cet air chaud d'Afrique du Sahara, qui nous amène parfois ce sable dans l'atmosphère et que l'on voit dans le ciel de nos régions. Mais effectivement, des situations sont un peu paradoxales. Effectivement, le sud de la France est un peu à l'écart de tout ce qui se passe d'habitude dans ce secteur, et effectivement, on est en déficit de pluie vraiment inquiétant, et donc malheureusement la situation ne semble pas vouloir s'améliorer. C'est ça qui est inquiétant. Déficit de pluie inquiétant. Violaine Beau, vous qui êtes hydrogéologue au Bureau de recherche géologique et minière, on en est où sur les nappes phréatiques à date? Alors il faut d'abord comprendre que pour les nappes phréatiques, c'est pas les pluies les plus récentes qui les impactent, ou l'absence de pluie les plus récentes, mais on travaille plutôt à l'échelle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il y a deux types de nappes à l'échelle de la France, donc surtout le bassin parisien et de l'Artois, et sur le couloir du Rhône et de la Saône, on a de la chance d'avoir des nappes très inertielles. Donc en fait, c'est les pluies de 2024 et de 2025 qui rentrent en compte. Et donc sur ces secteurs, on a encore des niveaux qui sont au-dessus des normales, puisque on a encore le bénéfice de toutes les pluies qui sont tombées en 2024. Et puis sur le reste de la France, on a des pluies les pluies récentes jouent beaucoup plus. Donc c'est les pluies du printemps et puis de ce début d'été qui jouent. Et donc on a des situations un peu plus contrastées, donc plus déficitaires sur la partie nord, puisqu'il a très peu plu, notamment durant la fin de l'hiver et au printemps, là où vraiment les pluies arrivent à s'infiltrer et à rejoindre les nappes. Et puis c'est un petit peu meilleur sur le sud, avec des niveaux qui sont un peu plus contrastés. Alors selon les secteurs, donc vous parliez de l'Aude où effectivement les niveaux, comme pour les Pyrénées-Orientales, sont très en dessous des normales. Mais ailleurs, ça dépend en fait. Sur la Provence et la Corse, on est au-dessus des normales. Sur la partie Aquitaine, on est un peu en dessous. Ça dépend des plus récentes. Est-ce qu'on peut parler d'un retard structurel pour certaines recharges de nappes ? Alors oui, c'est ce qu'on voit depuis quelques années avec le changement climatique. C'est que la recharge, en fait, elle se fait principalement à la fin de l'automne jusqu'au début du printemps. Donc quand la végétation est en dormance, les pluies arrivent à s'infiltrer en profondeur et à rejoindre les nappes. Et avec les températures qui sont de plus en plus élevées, la végétation se met en dormance de plus en plus tardivement. On voit des arbres qui sont encore bien verts tout octobre. Et puis de même au printemps, elle reprend plus tôt. Donc on a des périodes de recharge qui se raccourcissent. Une question qui va peut-être vous paraître de béotienne que je suis, donc voilà. Si jamais l'Aude, où il y a un feu aussi dans l'Hérault, dans une autre commune, mais a priori plus petit, mais bref, tous les feux qui a eu lieu aujourd'hui et tout l'été et depuis des années, si les nappes phréatiques étaient chargées, comme par exemple dans l'Aude, si les nappes phréatiques étaient vraiment très chargées, est-ce qu'on pourrait éviter ce type? Est-ce que les incendies auraient moins d'impact? Est-ce qu'ils seraient moins grands ou non? Alors je ne pense pas, sauf dans les secteurs où vraiment la nappe elle est subaffleurante, donc directement sous nos pieds, où en fait ça maintiendrait probablement une humidité suffisante des sols pour limiter le feu, mais ailleurs en fait la nappe elle est en profondeur à plusieurs mètres de profondeur. En moyenne, elle est à peu près à une vingtaine de mètres de profondeur à l'échelle de la France, donc ça n'a pas d'impact qu'elle soit un peu plus haut ou un peu plus basse sur les feux. Et on parle de sécheresse aujourd'hui, évidemment, en raison de ce feu exceptionnel et dramatique qui se passe actuellement dans l'Aude. Restez en notre compagnie, Violaine et Patrick Marlière, météorologue et directeur de MediaWeather, Violaine Beau, hydrogéologue du Bureau de recherche géologique et minière. Nous allons recevoir dans quelques instants Simon Mittelberger, qui est climatologue pour Météo France et qui nous fera un rapport sur le monde et en particulier l'Europe, de ce qui se passe également. Et vous êtes attendu au 0826 300 300. Est-ce que cette sécheresse a un impact sur votre quotidien? Est-ce que vous faites attention? Est-ce que vous changez les choses? Est-ce que vous êtes agriculteur ou un métier lié avec la nature et effectivement la sécheresse a des conséquences? Venez en parler au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons.
Le dossier de l'été. Et vous le savez, nous parlons de la sécheresse aujourd'hui et de ses conséquences dans les dossiers de l'été, puisque 32 départements français sont actuellement en situation de ce qu'on appelle une crise hydrique, selon la plateforme Vigio. Comment on en arrive là? Comment la météo peut, le climat, expliquer cette sécheresse? À quoi faut-il s'attendre? On en parle avec nos experts et vous le savez, on a aussi voulu ce sujet en raison de cet extraordinaire et dramatique incendie qui fait partie a priori des 5 plus gros incendies de l'histoire de notre pays et qui se joue actuellement dans l'Aude. On est en compagnie de Patrick Marlière, qui est météorologue et directeur de MediaWeather. On est également en compagnie de Violaine Beau, hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière. Et puis aussi également avec Simon Mittelberger, qui est climatologue pour Météo France. Bonjour Simon. Bonjour. Je ne sais pas si j'ai bien dit votre nom et je m'en excuse. Mittelberger ou Mittelberger? Mittelberger. Voilà, toutes mes excuses. On va accueillir d'ailleurs Vanessa dans quelques instants, qui a composé le 0826 300 300, puisqu'elle veut témoigner sur les conséquences de la sécheresse sur son métier. Mais avec vous, Simon, je voudrais qu'on en sache un petit peu plus. Ce que l'on vit actuellement en France, est-ce que c'est un phénomène qui est isolé à notre pays, qui s'inscrit dans malheureusement une tendance européenne, voire mondiale ? Alors oui, on s'inscrit sur un phénomène à l'échelle de l'Europe où on a une sécheresse qui s'est installée dès la saison printanière, qui a concerné principalement le nord de l'Europe et le nord de la France. Et on a une sécheresse qui s'est généralisée au mois de juin, qui s'est aggravée au mois de juillet et qui concerne désormais tout notre pays. On en parlait également avec Patrick Marlière ou avec le commandant qui était avec nous des pompiers, le commandant Brocardi. Tout ça est également, il y a un vrai lien avec le réchauffement climatique. Vous le constatez, vous qui êtes climatologue, donc vous étudiez le climat dans sa globalité. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que l'on constate déjà. On sait que dans un contexte de réchauffement climatique, on s'attend à avoir des précipitations plus faibles lors de la saison estivale et avec des températures plus élevées, ce qui aggrave justement ces phénomènes de sécheresse. Est-ce que ce modèle que vous prévoyez, vous, Simon Mittelberger, qui est climatologue auprès de Météo France, vous prévoyez malheureusement davantage d'événements extrêmes comme tous ceux qu'on vit, et en particulier celui qui touche l'Aude aujourd'hui et hier? Alors oui, tout à fait. De manière générale, on va vers des sécheresses à la fois plus intenses, plus longues, c'est-à-dire qui débuteront plus tôt dans la saison, mais aussi qui vont se terminer plus tard avec un prolongement de ces épisodes à l'automne. Et quelles sont les zones dans l'Europe et dans le monde qui, elles aussi, sont actuellement sous stress hydrique et en sécheresse? Alors, à l'échelle de l'Europe, on est sur toute une zone proche du bassin méditerranéen et aujourd'hui, en Europe, c'est surtout l'Europe de l'Est, avec notamment la Turquie, les pays d'Europe de l'Est qui sont touchés par une sécheresse importante. Et eux aussi dans les mêmes, les mêmes niveaux que les nôtres? Alors dans des niveaux un petit peu plus critiques que ce qu'on connaît actuellement aujourd'hui en France, mais la sécheresse que l'on connaît, qui s'est généralisée là, au cours de ce mois de juillet, pourrait s'aggraver dans les jours à venir avec de très faibles précipitations qui sont attendues et surtout avec le retour des températures à la hausse. Comment vous étudiez tout cela? Faites-nous rentrer dans votre façon de travailler. Alors à Météo France, on a tout un ensemble d'observations avec des stations météorologiques. On utilise aussi des modèles numériques pour anticiper, prévoir et mesurer l'état hydrique dans notre pays, donc l'état de la pluviométrie ou bien l'état de nos sols. À combien de temps de différence? C'est-à-dire 1 mois, 2 mois, 2 ans, 5 ans? Alors on le fait en temps réel en regardant ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé la veille. Également, on fait des prévisions sur les prochains jours à venir, sur globalement les prochaines semaines. Et on fait aussi des simulations climatiques à une échelle beaucoup plus lointaine pour anticiper ce que l'on pourrait avoir à l'horizon de la fin de notre siècle, par exemple. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce qui va se passer, par exemple, là, sur le mois d'août, d'ici la fin du mois d'août? Alors là, d'ici la fin du mois d'août, donc on va avoir des températures qui vont remonter à la hausse, qui commencent dès aujourd'hui, dès demain, sur la moitié sud du pays, avec un pic de chaleur qui va concerner l'ensemble de notre pays, qui va gagner la moitié nord en début de semaine prochaine. Et donc toutes ces températures à la hausse vont s'associer évidemment avec une très faible pluviométrie, voire une pluviométrie presque inexistante dans ces prochains jours, ce qui va aggraver justement cette situation de sécheresse qui s'est installée sur notre pays. On peut en parler de canicule ?
Alors c'est encore un peu tôt pour le dire. Il faut la notion de canicule et la notion de vigilance qui sera associée sera vraiment affinée au plus proche et en fonction des prévisions des jours à venir. Simon Métal-Berger, vous qui êtes climatologue à Météo France, ça veut dire que les étés à venir, y compris celui-ci qui n'est pas terminé, vont être de plus en plus chauds, voire brûlants? Oui, tout à fait. On s'attend à avoir des étés de plus en plus chauds, un peu à l'image des étés qu'on a connus précédemment, notamment avec l'été 2023 ou l'été 2022. Encore une fois, sont des exemples parfaits de l'évolution de notre climat par rapport aux étés que l'on a connus dans les années précédentes, notamment au XXe siècle. Et ça nous donne un avant-goût de ce qu'on pourrait connaître des prochaines années. Merci beaucoup, Simon Métal-Berger, vous qui êtes climatologue pour Météo France, d'être intervenu dans notre dossier de l'été sur la sécheresse qui touche la France, et on vient de le voir, pas seulement, puisque l'Europe est également touchée, l'Europe du Sud, mais aussi l'Europe de l'Est. Là, je voudrais qu'on donne la parole à Vanessa, qui nous a rejoint au 0826 300 300 avant de retrouver Patrick Marlière et Violaine Beau. Bonjour Vanessa. Bonjour Laurence, bonjour à tous les auditeurs. Vous invitez. Merci d'être avec nous et d'avoir fait le 0826 300 300. Vous êtes ouvrière agricole dans le Gers, hein, c'est ça? Oui. Et vous subissez la sécheresse? Eh bien voilà, comme l'a dit votre invité précédent, on a déjà subi en 2023 les mêmes circonstances. Donc nous, on a de la vigne et du bétail, on a des vaches. Et effectivement, la vigne souffre énormément, alors que c'est quand même une plante très résistante de base quand même. Et là, la sécheresse l'a fait souffrir énormément. On a replanté des jeunes plants qui, eux, ne survivent pas à cette sécheresse malgré qu'on essaye de les arroser un peu. C'est très compliqué d'arriver à les maintenir. On a plus de la moitié qui survit pas. Et pour le bétail, c'est pareil. On a des mares alimentées par des sources naturelles qui, je suis pas sûre qu'on arrive à la fin du mois d'août rien qu'avec ces mares. On va être obligé de les alimenter en eau différemment parce que là déjà, on a une mare qui est déjà quasiment vide. Et quand vous dites différemment, vous pensez à quoi alors du coup? On va devoir leur amener des tonnes à eau. Au lieu d'utiliser les éléments naturels, on va être obligé d'avoir une facture d'eau plus élevée, tout simplement, pour pouvoir les hydrater, parce que faut savoir qu'une vache, ça se boit énormément quand même. Donc voilà, ça va être... j'ai une amie qui, elle aussi, a du bétail et qui m'a proposé éventuellement, elle qui a une grande réserve d'eau, d'éventuellement nous proposer d'aller chercher l'eau dans sa réserve à elle pour pouvoir, la solidarité, on va dire, entre agriculteurs et aussi la bienvenue, quoi. Et puis, on a des céréales et tout. Donc, c'est vrai qu'on fait très, très attention à l'utilisation du matériel dans les champs. On l'utilise plutôt le matin quand il y a un peu de rosée. Oui, pour pas faire déclenchement. Pour pas avoir un déclenchement d'étincelles. Voilà, tout à fait. Fin de matinée, on est déjà, tout est rangé et on ne se sert plus de rien, quoi. Ouais. Parce que il y a déjà des feux assez importants, même dans le Gers, hein, on en a déjà pas mal un peu partout. Donc on peut éviter de faire comme dans l'Aude. On a la chance, nous, de pas avoir le vent qu'ils ont eux, mais on passe des années à avoir de plus en plus de tempêtes, de vent toute l'année, quoi. Ouais, c'est ça. On va demander d'ailleurs à Patrick Marlière. Vous confirmez bien ce que nous dit Vanessa, qui témoigne en direct sur Sud Radio. C'est que c'est loin de changer, quoi. Patrick? Oui, tout à fait. Oui, c'est effectivement, c'est pour le monde agricole dans sa globalité, quelles que soient les régions de France, ils sont tous impactés par cette situation météo qui les oblige là, par exemple, à gérer le fait qu'on soit en situation de sécheresse et en déficit pluviométrique pour arroser qu'à certains moments de la journée et tout ça, et ça impacte directement la croissance de chaque plantation. Donc, c'est vraiment inquiétant. Violaine Beau, avant de vous remercier tous les trois d'être intervenus sur Sud Radio, vous qui êtes hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière en direct sur Sud Radio, est-ce que cette sécheresse est plus précoce selon vous ou plus intense que celle des années précédentes? Alors sur les nappes, non, puisqu'on a eu de la chance d'avoir beaucoup de pluie en 2024 et puis aussi une partie de l'hiver qui a été bien pluvieux en 2025. Donc non, les niveaux ils sont bien plus hauts qu'en 2022 et 2023. Par contre, ils sont plus bas qu'en 2024. Ah.
D'accord. Et ça, on le voit dans nos rivières et dans nos fleuves, hein, d'ailleurs. Hein, ils sont taris sur pas mal de régions où ils sont moins vivants, en fait. Alors oui, parce qu'en fait, les nappes et les cours d'eau, ils sont en relation. Et donc l'été, quand il ne pleut pas pendant plusieurs semaines et que vous avez encore de l'eau dans les cours d'eau, c'est de l'eau qui viennent des nappes. Donc quand les nappes sont assez basses, elles ont du mal à recharger les cours d'eau. Donc sur les secteurs où les nappes sont assez hautes, eh bien vous avez encore bien de l'eau dans les cours d'eau. Et puis l'inverse aussi est vrai sur les secteurs où les nappes sont basses. Patrick et Violaine, je vais vous enlever vos casquettes un petit peu professionnelles, quoique je vais quand même les garder pour la dernière question. Je vous demanderai d'y répondre tous les deux. Il y a des solutions plutôt locales et durables pour améliorer la situation à moyen terme, à votre avis, et surtout, nous les particuliers, le comportement que l'on peut avoir, est-ce que ces gestes économes dont on nous parle beaucoup ont un véritable impact sur la sécheresse? Patrick. Pour moi, en tout cas, un des enjeux importants des années à venir, c'est comment récupérer les eaux pluviales de façon plus importante pour chacun d'entre nous. Alors, on le voit, hein, la multiplication pour les petits jardiniers amateurs de récupérer cette eau pour arroser nos jardins, parce que elle manque aussi dans les jardins. Et ça, c'est vraiment un enjeu très important, parce que l'Espagne recueille beaucoup plus d'eau pluviale que nous en France. On est vraiment, nous, ici, au minimum, et c'est peut-être là vers cette destination qu'il faut travailler. Ouais, tout à fait. Et vous, pour conclure, Violaine? Alors sur les nappes, on peut jouer soit sur la recharge, donc obliger l'eau à rejoindre les nappes, soit effectivement sur les prélèvements, puisque la plupart de nos prélèvements viennent des eaux souterraines. Donc effectivement, sur les prélèvements, chaque geste compte, puisque 66% de nos prélèvements eau potable viennent des nappes. Donc dès que vous ouvrez un robinet, c'est la nappe qui alimente. Donc effectivement, chaque geste compte pour y compris la douche. Les prélèvements. Ne restez pas, voilà. Ça c'est un message privé à mon neveu. 10 minutes sous la douche, s'il te plaît. Merci à tous les trois. Vanessa, parce qu'elle nous a appelé au 0826 300 300 pour témoigner. Merci à Manu de l'avoir accueilli comme il sait le faire au standard. Patrick Marlière, météorologue et directeur de Média Weather, et Violaine Beau, hydrogéologue au bureau de recherche géologique et minière. On termine là ce dossier de l'été sur les sécheresses.